On est allé aussi chez Coursera à Mountain View pendant notre séjour. Et Coursera, c'est le leader des MOOC. Donc MOOC, c'est Massive Open Online Course, pour ceux qui ne maîtrisent pas complètement. Donc c'est comme le nom l'indique, hein, tous ces cours, toutes ces formations qui sont maintenant accessibles sur Internet de façon ouverte, sans contrainte et bien souvent sans coût. Alors quand on est arrivé chez Coursera, on nous a montré un monsieur dans un bureau vitré, un monsieur rigolo, d'ailleurs il était déguisé parce que c'était Halloween. Mais bon, il n'a pas l'air si rigolo que ça sur la photo. C'est Jeff. Et Jeff, cet été, a remplacé Rick Levin. Alors c'est un grand changement, c'est un changement culturel pour Coursera. Rick Levin, c'était l'ancien dean de Yale University. Pendant 4 ans, il a œuvré à développer le réseau de Coursera, sa légitimité. Ils ont tissé des liens, vous allez voir, avec beaucoup d'universités prestigieuses. Donc voilà, quelqu'un du monde de l'université. Et là, cet été, Jeff, c'est un start-upper et un financier, donc rien à voir. Et dès son arrivée d'ailleurs, l'ambiance a un peu changé. Jeff a tout de suite dit, c'est pas parce qu'on a levé beaucoup de millions qu'on est riche. Ce qu'il faut dans une start-up, dans un business, c'est qu'il soit profitable. Donc on va travailler parce qu'on n'y est pas encore. Alors un petit retour en arrière quand même sur l'histoire des MOOC. Tout a commencé fin 2011 et en 2012 ça s'est accéléré. Et c'est pour ça que le New York Times a parlé de l'année des MOOC. Donc le premier qui a dégainé, si je puis dire, c'est Sébastien Slun. En fin 2011, il a lancé un MOOC, c'était un prof de robotique. Il attendait 10 000 inscrits, il en a eu 160 000. Il s'est dit là, il y a quelque chose. Et il a lancé Udacity. Alors Udacity, c'est un éditeur de formation. Et juste derrière lui, deux autres profs de Stanford, Daphné et Andrew, ils ont fondé Coursera. Et là, c'est un modèle de place de marché de MOOC. Et puis le troisième grand nom que vous avez pu entendre, c'est edX. Et edX, c'est l'émanation du regroupement du MIT et de Harvard University. Et là, ce sont des MOOC non-profit, sans but lucratif. Alors revenons à Coursera. Coursera, depuis le début, ils se sont donné une mission très Silicon Valley, hein, Change the world for the better. L'idée que n'importe qui, de n'importe où, dans n'importe quelle condition, puisse changer sa vie en accédant aux meilleures formations disponibles. Et ils ont pas mal réussi. Hein. Aujourd'hui, c'est les plus gros, c'est les leaders. Je ne sais pas si vous voyez bien les chiffres. Ils annoncent plus de 27 millions de gens qui se sont inscrits sur la plateforme. Plus de 4 millions de personnes qui sont arrivées au bout d'une formation. Alors, on va reparler du rapport entre ces 27 et ces 4 millions, bien sûr. 150 universités qui sont parmi les plus prestigieuses dans le monde entier. Plus de 2000 cours et le tout dans plus de 10 langues. Donc c'est énorme, c'est impressionnant. Et évidemment, ils n'ont pas encore fini de grossir. Néanmoins, ils affrontent pas mal de challenges. Le premier challenge, c'est que de tous ces élèves que je vous ai annoncés, il y en a 15% aujourd'hui qui choisissent la formule payante. Et en plus, vous verrez, c'est pas très cher, donc ça ne fait pas beaucoup de revenus. Et puis, il y en a 15% également qui terminent les formations, qui vont jusqu'au bout. Alors, bon, soit qu'on ne soit pas sérieux quand on s'y met, soit que tout seul derrière l'ordinateur, c'est pas assez motivant. Mais ce n'est pas un très bon résultat. On peut se poser la question de la satisfaction client. On peut aussi se poser la question du bouche à oreille. Est-ce que si je ne termine pas ma formation, j'en parle? Et puis, est-ce que j'ai envie d'en faire une autre? C'est pas sûr. Donc, on voit bien là qu'il y a un gros problème. Sachant que Coursera, c'est un des meilleurs taux que j'ai pu voir. Le taux moyen de complétion, il est plutôt à 4 ou 7% sur l'ensemble des MOOC. Donc déjà, ils sont un petit peu mieux, mais ils n'ont pas trouvé la formule magique. Autre challenge, le profil de leurs étudiants, finalement. C'est quand même 75% d'étudiants qui sont déjà des college graduates. Donc l'idée de n'importe qui peut changer sa vie à partir des meilleures formations, on voit bien qu'ils avaient d'autres gens en tête. Aujourd'hui, ils n'ont pas encore réussi à les toucher. Hein. Et puis, dernier challenge, c'est ce que Jeff a dit donc, quand il est arrivé, on peut avoir levé 145 millions de dollars. N'empêche que si on n'est pas profitable et qu'on ne sait pas comment on va devenir profitable, on a encore un problème.
Alors, le business de Coursera, donc leur premier business, vous allez voir, c'est intéressant, ils ont pivoté plusieurs fois, hein, sans pour le moment changer complètement la promesse. Leur premier modèle, c'est le B2C, c'est du freemium. Donc, on peut regarder les vidéos gratuitement. Et puis, si on veut, on paye, si on veut, le certificat, si on veut interagir avec les profs, faire des projets et avoir des retours, des notes, des commentaires. À ce niveau-là, donc, ce qu'ils ont trouvé pour essayer de motiver et d'engager les étudiants, c'est de faire des cohortes. Donc, terminer je monte à bord n'importe quand et je vais à mon rythme. Il y a une date de début, une date de fin. Et si je n'ai pas fini à la date de fin, ben, je bascule à la cohorte suivante. Hein. Mais au moins, je suis un peu encadrée et motivée. Et puis là, ben, ils travaillent sur... en fait, on sent commencer à poindre chez eux des idées autour du fait qu'ils sont entre les corporates et les learners, les apprenants. Et que peut-être il y a un intérêt des corporates de voir qui s'est diplômé, en particulier dans les compétences les plus recherchées. Et à l'inverse, c'est sans doute motivant de dire à des étudiants, une fois que vous êtes diplômés, vous aurez de la visibilité auprès des corporates. Donc on sent là quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui n'est pas encore formalisé, mais qu'on a entendu. Donc ça, c'est le premier business model. En 2016, ils se sont lancés dans le B2B2C. Pourquoi? Mais en particulier parce qu'ils ont entendu pas mal les entreprises revenir vers eux en disant on en a un peu marre là, tous ces gens qui veulent se faire rembourser un cours Coursera par-ci, par-là, c'est quoi ce bazar? Et ils ont senti qu'il y avait par ailleurs en France une grosse demande. Vous savez, il y a cette loi de mars 2014 qui a changé, qui a mis considérablement la pression sur les employeurs en termes de formation des salariés. Et donc, Coursera, en bonne start-up, à l'écoute du marché, à l'écoute des signaux faibles, Coursera a dit il y a sûrement quelque chose à proposer aux corporates. Donc, ils ont mis sur pied un système de marque blanche. Et en fait, en tant que corporate, ils peuvent aux corporates, ils peuvent fournir la totalité de l'offre Coursera, ou bien au contraire une sélection et un parcours structuré et encadré. Et voilà. Et évidemment, ils ont mis en place aussi des plateformes d'indicateurs et de management qui permettent à l'équipe en charge des formations, par exemple, de piloter ça. Donc, ils ont assez bien réussi. Hein. Vous voyez là, c'est leurs premiers clients, de belles boîtes, hein, de belles entreprises. En France, beaucoup, mais pas seulement. D'ailleurs, ils sont en train d'ouvrir un bureau à Londres et un autre en Inde sur cette activité. Et ils sont... bon, bref. Et alors, ça ne suffit pas, même si c'est en plein développement. Et donc, nouveau pivot, ils reviennent au B2C, mais avec une formule premium. Donc là, l'idée, c'est le contexte américain, probablement, qu'ils ont inspiré. Vous savez sans doute que les MBA américains atteignent des coûts absolument délirants, que les étudiants s'endettent, mais qu'ils ont de plus en plus de mal derrière à rembourser l'emprunt, parce qu'ils ne trouvent pas le job miracle qui leur permet de gagner suffisamment d'argent. Et donc, il y a un contexte un peu compliqué aux États-Unis autour de la formation. Et donc, Coursera a ouvert un premier MBA avec l'Université de l'Illinois. Et vous voyez, le prix est autour de $22 000. Donc, c'est cher, certes, mais c'est de l'ordre de 3 fois moins qu'un MBA dans la vraie vie, hein, dans IRL, comme on dit. Et puis, donc, fort de ces premières annonces, ils ont travaillé HEC. Et alors HEC a fini par dire oui, après pas mal d'hésitations, parce que ce qui intéresse HEC, là, c'est grossir leur groupe d'alumni. Vous savez, les universités, elles grossissent aussi de par leur réputation et leur réseau. Et HEC, c'est de l'ordre de 50 000 alumni, là où une université américaine, c'est à peu près 10 fois plus. Donc HEC a dit oui. Les alumni passés par la formation Coursera seront un petit peu distingués avec un petit signe, mais ils feront partie du réseau HEC. Et puis il suivra aussi un programme bachelor, c'est pour début 2018, donc c'est très vite demain. Donc voilà, vous avez vu trois pivots, un premier business model, 2 pivots majeurs, on n'a pas tout vu non plus, ni tout entendu. C'est intéressant de voir donc comment ils se cherchent et comment ils vont arriver à stabiliser leur business model. Ce qui nous a semblé, nous, intéressant, c'est que finalement,
Ils sont très bien placés à la croisée de 3 écosystèmes. D'une part, il y a un besoin de formation, et pas seulement dans les pays occidentaux. Hein. On sait qu'il va y avoir de plus en plus d'appétit en Asie ou en Afrique. Donc eux, ils peuvent offrir des formations et les rendre accessibles à des gens qui ne vont pas aller aux États-Unis, par exemple. Ils peuvent être le partenaire des entreprises qui, elles, cherchent certains profils désespérément ou qui anticipent leurs besoins dans 5 ans. On a entendu Google nous dire qu'ils géraient leurs besoins à 10 ans hein, dans leur recrutement. Donc ils peuvent très bien être les partenaires des entreprises tant pour sourcer des candidats que pour organiser l'orientation vers des programmes de formation. Et puis les universités, ils sont capables de leur donner une très forte visibilité au-delà de leur sphère d'influence habituelle. Et ils sont sans doute capables de leur trouver des étudiants vraiment motivés qui ont faim de ces formations et qui peut-être iront au-delà des 15% de complétion des cours parce que pour eux, ce sera une véritable aubaine. Donc ça, c'est notre pari à suivre. On retournera voir Coursera et on verra ce que ça devient.